Bonjour, bon, on va attendre encore quelques minutes pour laisser l'opportunité aux gens d'arriver au bureau et de démarrer leurs ordinateurs. On va démarrer rapidement. Eh bien, il est 9 heures. Je vais lancer l'enregistrement. Elle est enregistrée. Donc, bonjour, il est 9 heures. Nous sommes vendredi matin. Bienvenue à ce webinaire WatchGuard sur les nouveautés. Ce webinaire doit durer 1 heure. Il va y avoir un contenu relativement dense. Pour autant, il y a un panneau de questions qui est disponible dans votre fenêtre GoToMeeting, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Je suis Jérémy Schramm, avant-vente chez WatchGuard France. Certains d'entre vous me connaissent peut-être. Je suis accompagné par mon collègue Amine Saïm, qui est avant-vente aussi chez WatchGuard France, de fait. Bonjour. Nous allons donc vous faire un petit topo sur les nouveautés. L'objet, ce sera donc de faire un petit topo sur les nouveautés dans la plateforme Endpoint, la plateforme Ether, qui passe en version 14, qui s'accompagne d'un certain nombre de nouveautés côté agent, côté outils, côté reporting, etc. On va faire un petit tour aussi sur des nouveautés passées sur l'UTM, notamment sur des versions précédentes, mais dont on n'a pas forcément beaucoup parlé entre nous en tout cas. Et également des éléments à venir, puisqu'on va parler d'éléments qui sortent au mois de décembre, et puis on va reparler un petit peu de MFA et de la protection des identités. D'ici là, je vais donc vous laisser entre les mains expertes de Amine, qui va vous parler de la partie Endpoint. N'hésitez pas à poser les questions en live, on tâchera d'y répondre au fur et à mesure si c'est possible. Si ce n'est pas le cas, on fera un petit topo à la fin de chacun de ces chapitres. Amine. Yes, merci Jérémy. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents. On a encore des personnes qui sont en train de se connecter, mais on va quand même commencer. De toute façon, le webinaire est enregistré, il sera diffusé sur notre chaîne YouTube et partagé aux personnes présentes. Alors, pour la partie Endpoint, il y a pas mal de nouveautés sur cette 14e mise à jour Endpoint qui va toucher la console Endpoint de façon générale. Ça va concerner du coup EPP, EDR, EPDR et Patch Management. Alors, je vais commencer par un nouveau, le petit sommaire, ça va être le Risk Assessment, la maintenance des ordinateurs, une petite fonctionnalité dans les configs, les nouveautés dans Patch Management, les nouveautés sur les tâches, l'intégration avec Active Directory, l'intégration dans le WatchGuard Cloud et quelques autres améliorations. Je vais commencer par la partie Risk Assessment. C'est un nouveau dashboard qui permet aux administrateurs des consoles Endpoint d'avoir une visibilité sur les machines à risque. En fait, habituellement, un administrateur des consoles Endpoint fait des checks. Ces checks-là sont ou liés aux configurations de la console, de l'agent, des protections, ou tout simplement liés à des détections, des compromissions, des failles, etc. Donc, tout cet ensemble de risques va être maintenant affiché sur ce dashboard-là qui s'appelle Dashboard Risk Assessment. Donc, les risques vont être, par exemple, une machine où la protection est désactivée, une machine qui est restée trop longtemps en mode apprentissage, donc en hardening ou en audit, donc pas en mode lock, une machine où l'anti-exploitation n'est pas activée, une machine qui n'a pas la dernière mise à jour de la protection, une machine où une mise à jour patch management de niveau critique n'a pas été installée et qui est là depuis 1 mois, 30 jours, 60 jours, etc. Donc tout ça, ce sont des risques qui seront disponibles sur un même et unique
dashboard. Donc, dans le dashboard, il y a plusieurs petits graphiques. Un graphique pour toute l'entreprise, tous les risques détectés dans l'entreprise, les risques sur un calendrier de tendance, donc l'évolution des risques sur 7 jours, sur une semaine, sur un mois, etc. La liste par type de risque, il faut savoir que cette liste-là va continuer à évoluer. Aujourd'hui, on est à ça de type de risque. Vous allez le voir dans vos mises à jour de console pour ceux qui ont nos solutions endpoint. Et la liste va continuer à être enrichie. Et puis, une liste par top 10 des machines qui comportent des risques. On aura aussi un petit graphique ou un schéma des risques sur la page de l'ordinateur. Donc, quand on clique sur la machine, on a sa page et dans cette page-là, on a les risques qui ont été détectés pour cette machine. Pareil pour les Android et les iOS, il y aura ce petit carré pour les risques détectés sur le périphérique mobile. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à écrire vos questions s'il y en a. On se fera le plaisir de vous répondre rapidement. Alors, autre nouvelle fonctionnalité, c'est cette fonction maintenance des ordinateurs. C'est quelque chose que vous allez retrouver dans les configurations à la place de ordinateur VDI avant. Donc, on aura maintenance des ordinateurs juste au-dessus de VDI. Donc, la fonction VDI reste et juste au-dessus, vous aurez ça. Donc, supprimer automatiquement un ordinateur selon un filtre. Pour les personnes qui ont l'habitude de la console, on a énormément de filtres, de possibilités de créer des filtres. Parmi les filtres qu'on peut créer, c'est par exemple les machines qui ne se sont pas connectées à la console ou au cloud depuis plus d'un mois. Avec un autre critère, une machine qui a moins de 2 gigas de mémoire, une machine qui est en Windows XP, une machine qui n'a pas telle ou telle mise à jour, etc. Donc, quel que soit le filtre que vous allez créer, vous pouvez désigner un filtre pour la suppression automatique de machines. Donc, toutes les machines qui seront touchées par ce filtre seront automatiquement vidées ou supprimées de la console. Ça permet de faire du nettoyage, de ventiler la console et de libérer des licences sur votre console automatiquement. Alors, des améliorations sur Patch Management, plus 1. Alors, dans Patch Management, on va avoir un nouveau schéma qui est les tendances ou l'évolution des patchs disponibles par niveau de criticité sur une semaine ou un mois, cet affichage-là. On peut créer des filtres par type de machine ou par type de patch. Est-ce que ce sont des patchs d'application ou est-ce que ce sont des patchs de système d'exploitation? Autre chose, dans Patch Management, on a la possibilité de faire du redémarrage automatique suite à une installation. La nouveauté, c'est que maintenant, on peut mettre un délai à ce redémarrage-là. Donc, après l'installation d'un patch ou d'une mise à jour ou d'un service pack, Patch Management est capable de redémarrer automatiquement la machine. La nouveauté, c'est qu'on peut mettre un délai euh, d'attente pour faire le redémarrage. Donc, il va installer le correctif. Pour le redémarrage, il peut attendre 5 minutes, 4 heures, 3 jours ou une semaine. Alors, il y a des nouveautés dans les tâches. Ça va concerner les tâches de scan, les scans antivirales, et les tâches de mise à jour, donc d'installation de correctifs. C'est les tâches qui nous permettent de faire de l'automatisation d'installation de mise à jour. Alors la nouveauté, c'est que on va pouvoir filtrer l'affichage des tâches, les tâches qui n'ont pas de destinataire, les tâches qui ne sont pas publiées, celles qui sont fermées, celles qui sont terminées, etc. Deuxième chose, on va pouvoir faire de l'export de la liste des tâches et puis on va pouvoir créer des copies des tâches ou une copie sans destinataire pour réutiliser la même tâche sur d'autres destinataires ou une copie exacte de cette tâche-là pour pouvoir la réutiliser. Autre chose, l'intégration avec Active Directory.
Alors, comme vous savez, ou pas, euh, dans la console de management de l'endpoint, on a la possibilité de désigner des machines de découverte. La machine de découverte permet de faire un scan du réseau et remonter toutes les machines qui n'ont pas le PDR, le PP ou le DR. Maintenant, le scan, on peut aller plus loin dans la découverte. Au lieu de faire de la découverte en réseau local, on peut désigner ou montrer à la machine de découverte le serveur Active Directory. On va lui donner l'IP du serveur Active Directory, un user et login administrateur pour qu'elle puisse se connecter à l'AD et récupérer les OU machines. Et comme ça, vous aurez dans la découverte les OU de l'Active Directory pour pouvoir ensuite lancer des pushes d'installation ou juste avoir la liste à jour des machines de l'Active Directory. Autre chose, l'intégration des consoles endpoint dans le WatchGuard Cloud. Alors avant, quand vous cliquez sur la gestion EPDR ou la gestion de l'endpoint, ça ouvrait un nouvel onglet à côté de l'onglet, je parle de l'onglet du navigateur. Ça ouvrait un nouvel onglet à côté de l'onglet WatchGuard Cloud. Euh, pour les prestataires ou nos intégrateurs, c'était un peu pénible parce que si on passait d'un client à un autre, il fallait à chaque fois basculer d'un onglet à un autre. Donc maintenant, tout est sur la même page. Quand vous allez sur Endpoint, vous allez vous retrouver avec cette page-là dans le WatchGuard Cloud. Pareil pour le service provider, la console service provider est complètement intégrée au WatchGuard Cloud maintenant. Et puisqu'on parle de ça, il y a une nouvelle fonctionnalité dans Service Provider qui est la création de tâches partagées. Donc, vous pourrez planifier des tâches de scan ou d'installation de mise à jour pour plusieurs clients à la fois. Et dans le Service Provider, puisqu'on a parlé tout à l'heure de Risk Assessment, on a un dashboard Risk Assessment pour plusieurs clients à la fois. Donc, tout ça, ça concerne les partenaires, revendeurs et intégrateurs. Autres améliorations, il me semble qu'il y a une question. Alors, la question à laquelle je n'ai pas répondu en l'état, c'est la toute dernière concernant l'ajout de colonnes dans l'onglet protection de l'ordinateur, si tu veux bien y répondre. C'est quoi, pardon? Alors, dans l'onglet état de la protection de l'ordinateur, il faudrait pouvoir rajouter des colonnes comme description de l'appareil, adresse IP, etc., etc., etc. Corentin demande si tu penses que ce sera le cas un jour. Il me semble que ça a été demandé, mais Dans ces onglets-là, est-ce qu'on peut rajouter? Est-ce que il c'est faudrait ça? pouvoir rajouter des colonnes, c'est ça. En fait, il y a quelques colonnes qu'on peut déjà rajouter, mais je ne sais pas c'est laquelle qui est demandée. En Euh, ajouter d'autres. Mais peut-être qu'on y reviendra à ce moment-là. On ouais, recontactera peut-être Corentin pour en discuter directement et voir dans le détail. yes, ça marche. En tout cas, n'hésite pas, Corentin, à me contacter directement par mail ou par Teams pour que je regarde si je trouve la réponse. Parce que là, je n'ai pas super bien compris. Alors, d'autres améliorations, on a des détails dans les détections. Dans la page des détections, on a les IP liés à de la compromission. On a lié, si elle a été liée à une compromission, on les a ici, et on a combien de fois cette IP est liée à une compromission. Donc ça peut être très utile pour les personnes qui n'ont pas des pare-feux WatchGuard pour mettre des règles sur ces IP pour renforcer la sécurité vis-à-vis de ces IP. Pour nous, UTM Firebox, cette corrélation sera faite en XDR automatiquement. Donc, pour les personnes en Total Security et EPDR, cette information remonte automatiquement dans l'UTM pour renforcer la surveillance de ces IP. Autre amélioration, l'export des rapports. Donc, les rapports ou les listes, on peut les exporter maintenant avec une version réduite ou simplifiée. Tic-tac-toc, on peut faire de la recherche dans les menus ou dans les listes des ordinateurs et les listes des filtres
recherche par groupe ou recherche par filtre. Le Secure VPN, fonctionnalité qui a toujours existé avec TDR, qui permet une authentification supplémentaire avec l'agent endpoint. Cette fonctionnalité est déjà disponible pour Windows et maintenant elle l'est pour macOS. Donc dans cette nouvelle mise à jour, on peut le faire sur les macOS. Et puis la prise en charge de certaines versions de Linux et de macOS, donc Ventura 13 pour Linux, CentOS Stream, RHEL 9, SUSE 15 SP4, etc. Merci pour votre attention. Merci de votre écoute. S'il y a d'autres questions, je ne sais pas, Jérémy, si tu en as vu d'autres. Alors, il Mais me semble pour que moi, tout a été évoqué. Tu as ok, encore quelques minutes pour une petite démo si tu as envie. allez. Bon, du coup, puisqu'on est sur ce dashboard-là, voilà à quoi ressemble le dashboard risque. Et puis, comme vous savez, sur les consoles endpoint, on peut cliquer partout, on peut aller voir le détail de chaque chose. Je peux afficher toutes les machines à risque avec ce schéma-là à côté, le niveau de risque, de criticité. Le dashboard, pardon, risque comprend plusieurs schémas, un par tendance, donc à l'année, au mois ou sur les derniers 7 jours, par type de risque. Bien sûr, les risques, on peut les retrouver dans les listes maintenant. On peut rajouter risque, donc la liste de tous les risques comme ceci. On peut l'exporter et on peut enregistrer et faire un envoi automatique de ces risques. On retrouve aussi les risques dans les rapports planifiés. Donc ici, on a ce nouveau lien à cocher pour recevoir les rapports planifiés ou la partie risque dans les rapports planifiés. Ce dont on a parlé tout à l'heure pour patch management, on a parlé de ça, ce schéma tendance qui va vous donner la tendance sur les 7 derniers jours ou sur toute l'année. Donc l'évolution des patchs disponibles par niveau de criticité. On peut aller filtrer par type de machine, par type de correctif. Est-ce que c'est des correctifs applicatifs ou OS? Et puis le redémarrage automatique. Bon là, je suis pas en mode admin, donc je pourrais pas vous le montrer, mais à la création d'une installation de patch, on peut choisir le redémarrage automatique et là, on peut mettre un délai à ce redémarrage. L'intégration Amine, avec... Oui, pardon, excuse-moi, je te coupe. Corentin demande s'il est possible de développer un peu plus la partie intégration AD ou si éventuellement on n'a pas le temps et qu'on planifie quelque chose. Et, euh, et Jérôme ah, demande s'il est possible de parler XDR tout de suite. Euh, Ça va être un peu compliqué. L'XDR est en alpha. X, c'est pour croiser. L'idée, c'est de pouvoir faire en sorte qu'au-delà des actions individuelles de chaque produit, EDR, protection endpoint au sens large, firewall, MFA, etc., que les produits puissent agir les uns sur les autres. Il y a des choses, on va avoir une bêta officielle en décembre, on devrait avoir des choses publiques à partir de janvier. Si vous avez des intérêts spécifiques pour le XDR, n'hésitez pas à nous contacter directement. On pourra organiser des démos spécifiques pour vous. Mine, tu as le temps de montrer l'intégration AD vite fait ou oui, 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 Ok, oui, oui, alors, je te j'y rends le suis. micro. OK, merci. Alors, tchouk, pam. Alors, l'intégration Active Directory, puisque je parlais tout à l'heure, je vais juste faire un petit crochet sur la partie redémarrage planifié. Donc, quand on fait, pardon, pour patch management, quand je lance l'installation d'un patch comme ceci, si je fais planifier, dans la planification ou l'automatisation, ça sera pareil pour les tâches, je peux lancer un redémarrage. Ce redémarrage, maintenant, il a ce petit menu qui me dit je redémarre pas tout de suite, mais dans 2 heures. Alors ça, c'était la petite parenthèse patch management, redémarrage. Sinon, pour la découverte, en fait, on a toujours eu ces machines de découverte. Et maintenant, ce qui est nouveau, c'est que dans configurer la machine de découverte, je peux faire de la découverte dans Active Directory. Pour ceci, j'ajoute un serveur ou plusieurs serveurs Active Directory. Je donne son IP, un utilisateur
un user mot de passe et une périodicité de consulter l'AD. Et du coup, dans la découverte, si je reviens à mon état, ici dans les ordinateurs découverts, je vais avoir des machines découvertes via un AD, via les OU machines. Est-ce que c'était la question? L'XDR, bon, Jérémy a répondu. Tic-tac-touc, qu'est-ce que je n'ai pas? Bon, pour ma part, j'ai quasiment fait le tour, hein. Euh, ouais, c'est bon pour moi. C'est OK pour moi. Merci à tous. Pardon. Merci Amine. Merci à toi. Euh, Je te alors rends la non, main du coup. ça n'utilisera pas AD Helper, Jérôme. On n'aura pas besoin de ça. En fait, ce sont les agents qui vont permettre de lire l'AD. Je vais donc prendre le relais pour la suite. Alors, je vais tâcher d'aller un peu vite sur la partie UTM pour pouvoir vous faire un peu de démo côté MFA. Et puis, éventuellement, peut-être, aller faire un petit tour dans la version alpha du XDR puisque ça a été demandé. Alors, hop. Amine, c'est bon, on voit ma presse? Oui, on voit Ok, ta presse. parfait. Donc, j'ai plus le choix maintenant. En effet, c'est ça. Alors, je voudrais faire un petit récap sur d'anciennes nouveautés des fireware, puisqu'il y a des choses qui auraient pu ne pas être immédiatement visibles pour certains d'entre vous. Comme le timing est un peu court ce matin, il y a beaucoup de choses à vous montrer. J'ai réduit les nouveautés des différentes versions sont plus importantes que ça, donc j'ai réduit à ce qui me semblait être essentiel, soit de par l'intérêt de la fonctionnalité elle-même, soit pour l'intérêt que vous avez pu porter à ces évolutions. Donc, on va revenir à la 12.8, donc à la préhistoire de l'AirWatch Guardian. En 12.8, il y a eu un certain nombre d'évolutions et à noter que la 12.8 ne concerne que les boîtiers modernes, donc à partir des T20 et à partir des M270 et suivants, mais également sur les Firebox V et les Firebox Cloud. Dans ces fonctionnalités, la première qui me semble être intéressante, c'est la capacité de faire du round-robin dans des actions de SD-WAN. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur des connexions sortantes, je vais pouvoir utiliser mes actions de SD-WAN pour faire une certaine forme d'équilibrage de charge entre différentes connexions WAN, de façon à avoir des choses un peu plus automatiques et peut-être un peu plus souples. Alors, ça ne correspond pas à tous les cas de figure parce que certaines connexions, certaines applications, certains services web nécessitent que l'intégralité des flux passe par la même IP publique, ce qui rend difficile l'usage du round-robin, puisque l'idée du round-robin, en fait, c'est d'utiliser différents mécanismes de répartition, dont la pondération, pour définir quelle connexion TCP unique va sortir par une liaison spécifique. Cas d'usage classique, j'ai deux connexions Internet. J'ai deux connexions Internet, la WAN 1 et la WAN 2. La WAN 1 a une capacité qui est plus importante. Et bien, par le jeu de la pondération, je vais pouvoir mettre une pondération, par exemple, à 6 dans cet exemple sur le WAN 1 et une pondération à 4 sur mon WAN 2, ce qui veut dire que globalement, sur 10 connexions TCP sortantes, eh bien, je vais en avoir 6 qui vont être attachés à l'interface WAN numéro 1 et 4 qui vont être attachés à l'interface WAN numéro 2. Et ces connexions sont dites sticky, c'est-à-dire qu'une connexion qui est établie sur une liaison, elle va rester sur cette liaison tant qu'elle n'a pas été révoquée. D'accord? On aura quelque chose de stable. Un bon exemple d'usage de ça, c'est typiquement de la voix, du streaming, de la vidéo. Moi, je l'utilise pour la télévision parce que une fois qu'une connexion vers un serveur est établie, je la maintiens et les restes, je peux les équilibrer. Du coup, pour répondre à Monsieur Richard qui me provoque allègrement, oui, depuis la version 12.8, mais vous en étiez informé, on peut gérer ces actions de SD-WAN directement dans les templates. Alors, je ne sais pas si tout le monde utilise les templates. Si ce n'est pas le cas, vous devriez probablement. Appelez-nous, on en reparlera. Les templates de configuration dans le serveur de management vont permettre, depuis la 12.8, de prendre en charge ces actions de SD-WAN, ce qui est très intéressant. D'abord pour la duplication de ce type d'objet, mais en plus parce que ça règle le problème de disparition des objets de SD-WAN lorsqu'on poussait une modification de template sur une règle qui avait localement une action de SD-WAN. Donc ça, depuis la 12.8, c'est fonctionnel. Petite nouveauté dans la 12.8, alors l'intérêt fonctionnel, il n'est pas immédiat pour la plupart d'entre vous, mais pour ceux d'entre vous qui doivent passer des certifications, je pense que c'est important.
le wizard d'installation a été modifié en 12.8 et fait qu'on a la possibilité d'affecter un VLAN sur une interface externe. Bon, ça existait déjà, mais maintenant accessible directement dans le wizard d'installation. C'est bête, mais il pourrait y avoir des questions là-dessus à l'examen. Et le savoir, si vous n'utilisez pas les wizards d'installation, bah, c'est peut-être vous permettre de sauver un point sur votre notation. Hein, sachant que les examens, les certifications, tout le monde devrait les passer, bien entendu. Si vous n'avez pas vos supports de cours, contactez-nous, on vous expliquera comment vous former. Nouveauté qui est passée un petit peu inaperçue, alors que ça peut être intéressant dans certains cas, c'est le support du protocole Mobike dans les connexions mobiles VPN IKEv2. Mobike, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est la mobilité de l'IKE. L'idée du protocole Mobike, c'est de faire en sorte qu'un utilisateur en roaming n'ait pas besoin de renégocier sa session IKEv2. Et donc, bah, typiquement, un utilisateur qui se déplace, alors pas dans des locaux, parce que normalement, on ne change pas d'IP public pour ça, mais un utilisateur dans le train, en voiture, dans l'avion ou autre, il peut être amené à changer d'IP en fonction des relais par lesquels il passe. Et ben, avec le support de Mobike depuis la 12.8, ça n'implique plus une coupure et une renégociation du tunnel IKEv2. Attention, ça ne s'applique qu'à IKEv2 et que en mobile VPN. Et en cas de perte de connexion avec Hotpoint. Alors, ce n'est pas un problème de Hotpoint, puisque pour rappel, Hotpoint n'ajoute pas ou ne retire pas de mécanisme de processus de phase d'authentification. Ça vient rajouter un critère sur une authentification existante. Du coup, pour te répondre, Yvan, si dans le train, tu changes d'IP et que tu as une connexion IKEv2 en 12.8 minimum avec du MFA, bah, il n'y aura pas de renégo, donc il n'y aura pas de re-hotpoint. C'est justement l'intérêt de Mobike. Depuis la 12.8, il est possible de désactiver le message d'avertissement lié au blocage de la géoloc dans des flux HTTP, HTTPS. Alors, ça concerne majoritairement les flux entrants. Donc, typiquement, vous hébergez un serveur de n'importe quel type chez vous. Il a un point d'entrée HTTP ou HTTPS. Et vous appliquez la géolocalisation parce que ça reste pas une mauvaise pratique. Et donc, bah, jusqu'avant la 12.8, l'utilisateur externe pouvait avoir un message du WatchGuard disant bah, vous êtes refusé parce que géoloc. Eh bien, cette page, on peut la désactiver depuis la 12.8. Vous avez ça directement dans le Policy Manager et dans l'interface web, bien entendu. Il suffit de décocher la case. Ça concerne les flux entrants. Dans la 12.8.1, on a eu quelques petites nouveautés, au-delà des éléments de correction de sécurité. Le premier de ces éléments, qui était demandé par certains d'entre vous depuis extrêmement longtemps, moi inclus, quand j'étais prestage, je l'avais demandé aussi. L'idée, c'est de pouvoir bloquer les communications avec les points de sortie Tor. J'imagine que vous connaissez tous le réseau Tor, dans lequel on peut venir se cacher. C'est là que les méchants viennent se déguiser. Ils viennent se proxifier, entre guillemets, de façon à, pouvoir masquer leur IP source, masquer le siège de l'attaque. Et un point de sortie, c'est une machine du réseau Tor, une machine membre du réseau Tor qui accepte que des communications sortent, comme son nom l'indique, de cette zone d'anonymat. Et donc, bah, si je veux mener une attaque informatique depuis le je sais pas quoi distant, pour ne froisser personne, eh bien, je vais rentrer dans le réseau Tor, sortir par un point de sortie local, français par exemple, et venir mener mon attaque. On a donc maintenant une base de signatures qui est accessible et qui va lister automatiquement les points de sortie Tor, et donc dans des communications entrantes sur le firewall, on va pouvoir automatiquement bloquer les communications de ces IP, même sur une règle de flux ou autorisant une communication. Donc typiquement pour protéger vos connexions VPN contre certaines formes d'attaque. Autre élément qui ne concernera que certains d'entre vous, c'est le support de nouveaux scénarios dans les contextes de failover VPN avec Azure. Donc, deux scénarios qui sont pris en charge. Le cas de l'actif passif, dans lequel une passerelle VPN Azure, aurait une seule IP publique. Et dans ce cas-là, le WatchGuard va pouvoir prendre en charge ce contexte-là et donc utiliser des tunnels différents avec une même IP publique distante, mais également le cas de l'actif-actif, dans le cas où ma passerelle Azure aurait donc deux IP publiques différentes, ce qui est quand même le cas idéal. Ça concerne essentiellement de l'Azure. Pour ceux que ça intéresse, sachez qu'il y a des KB spécifiques de Microsoft qui décrivent le fonctionnement des gateways VPN et de leur mise en haute disponibilité dans Azure.
Je suis en avance sur mon timing, c'est bien. Nouveauté dans la 12.8.2. Dans la 12.8.2 et dans la 12.8.2 Update 1, puisqu'il y a eu un update sur cette version, premier élément notable, c'est le support de nouveaux modules additionnels pour la série MX90, donc les nouveaux UTM de la série M. Donc la version 12.8.2 apportait le support donc, de cette nouvelle carte qui permet de rajouter 8 ports cuivre gigabits sur ces boîtiers MX90. La 12.8.2 amenait déjà des corrections et en 12.8.2.1, il y avait également des éléments complémentaires liés à la sécurité, comme toujours, mais également la correction d'un problème qui impactait les performances des T20 et des T40, qui était, alors pas général, il semble que tous les T20 et tous les T40 n'aient pas été impactés par ces problèmes de performance. Mais donc la 12.8.2.U1 intègre un certain nombre de modifications, ce qui permet de corriger ces problèmes de performance. Et m'a-t-on soufflé dans l'oreillette, ça a également sévèrement boosté les performances en VPN de ces produits-là, dans certains cas même au-delà, bien au-delà de ce qui est renseigné dans les spec sheets. Le T40 a fait un gros bond en avant dans le chiffrement et déchiffrement. On pourrait se dire que c'est tout pour les nouveautés UTM, mais j'ai autre chose. Alors attendez, on me dit, ce sont des problèmes de perf qui datent de quand? Alors si j'ai bien compris, ce sont des problèmes de performance qui ont été induits par la 12.8.2 elle-même, ce qui a impliqué une modification de cette 12.8.2 par le update 1. Petite question, nous utilisons le VPN IKE et SSL WatchGuard. Est-ce que l'authentification SAML ou via FIDO2 sera prise en charge nativement sans passer par un radius qui fait le relais, typiquement pour lier Azure AD à MFA? Vaste question qui est hors champ, malgré tout on va y répondre. Alors, le support du SAML pour les connexions de VPN, c'est pas prévu, ça a été discuté en interne, c'est pas prévu. Il n'est pas prévu de pouvoir faire ce type de choses sans Hotpoint. En revanche, il est probable que FIDO2 soit intégré à Hotpoint à un horizon certain. Je n'ai pas de date là-dessus. Quant à l'intégration directe avec Azure AD sans relais, sans radius, ça passerait par du SAML et à ce stade, ce n'est pas prévu. Les performances au niveau des T40 depuis cette nouvelle version améliorent les interfaces BOVPN. Alors, les performances BOVPN, oui, monsieur Richard. Nouveauté, il va bientôt y avoir une version 12.9. Et cette version 12.9 qui va arriver avant Noël, c'est un petit peu mon cadeau de Noël perso pour moi-même. Sortie prévue théoriquement le 13 décembre. C'est une date qui, à ce stade, n'a pratiquement pas été décalée, donc je suis plutôt confiant sur le calendrier. 13 décembre 2022. Et première nouveauté majeure, ça va intégrer le support de l'authentification multifacteur pour le management server. Alors, bien entendu, avec Hotpoint, puisque vous utilisez tous Hotpoint et que c'est un produit exceptionnel, mais sur le principe, on pourrait même l'imaginer avec d'autres produits. Donc, on va pouvoir intégrer ça, notamment grâce à l'usage du Radius, puisque l'interface Radius dans Hotpoint permet de simplifier l'intégration avec des solutions locales. Donc, quand vous aurez votre WSM 12.9 à déployer sur vos postes clients et votre serveur, puisque bien entendu, vous utilisez le WatchGuard Server Center, vous allez voir qu'il y a un nouvel onglet Radius qui apparaît dedans qui va permettre de configurer cette relation Radius que vous connaissez tous avec un Radius de base ou simplement avec Hotpoint et toujours en ayant la capacité d'utiliser le groupe attribute numéro 11 pour pouvoir gérer des groupes et pas simplement des utilisateurs. Donc, comment ça va se passer? Vos utilisateurs locaux propres au serveur vont rester des utilisateurs propres au serveur, mais vos éléments Active Directory qui sont configurés comme des groupes externes ou comme des utilisateurs externes vont obtenir une double réponse pour continuer à faire de l'AD, mais en plus faire du Radius avant de faire de l'AD. Donc, comment ça va se passer? Une fois que vous aurez configuré l'IP de votre gateway Hotpoint dans le management server, vous irez vous créer une ressource Radius dans Hotpoint avec une pre-shared key, etc. Vous n'oublierez pas de mettre cette ressource Radius dans la gateway et puis créer une stratégie. Et ce qui va se passer, c'est simplement que toute requête d'authentification adressée au management server va être renvoyée dès lors qu'il s'agit d'un utilisateur externe ou d'un groupe externe, va être renvoyée vers l'AD et vers le Radius. Et si le Radius est configuré, le Radius aura la priorité. Donc, dès lors que la configuration du Radius est présente dans le WSN, il n'y a rien à reconfigurer. Vos
comptes AD vont automatiquement passer en usage Radius et donc avec MFA, pour lesquels on pourra utiliser soit du push, soit de l'OTP, comme on le fait pour les connexions VPN ou pour les protections de vos cœurs de réseau, de plateformes tierces, etc. OK ? 13 décembre. Le support de la fonctionnalité split tunneling. Pardon, question, est-ce qu'il peut y avoir un failover Radius? Bien sûr qu'il peut y avoir un failover Radius. C'était dans la première capture d'écran que j'ai montré. Oui, c'est supporté, pas de souci. Le support du split tunneling en mobile VPN IKE V2. Théoriquement, on devrait tous utiliser de l'IKE V2 en mobile VPN parce que c'est plus solide, parce que c'est plus rapide, parce que c'est mieux intégré dans les OS modernes, etc. Bref, ça n'a que des qualités. L'un des problèmes de l'IKE V2, c'est le fait que nativement, ce soit du full tunneling, donc l'intégralité du trafic passe dans le tunnel. Il se trouve que cette gestion-là, elle est dépendante du client et pas du serveur, et donc on pouvait déjà faire du split tunneling avant la 12.9 à sortir, à condition de scripter soi-même. Et les commandes PowerShell pour traiter ces choses-là sont pas très drôles, donc un certain nombre d'entre vous ont fait l'impasse là-dessus, ce que je comprends parfaitement. Et donc maintenant, on va le prendre en charge, et on va donc retrouver dans la configuration des connexions VPN des choses que vous connaissiez côté VPN SSL, et donc simplement la possibilité de passer de full tunneling, force all traffic, à split tunneling, donc spécifier des ressources locales, de sorte que on crée automatiquement des routes dans le client, et que du coup, ce qui concerne les ressources de l'entreprise passe dans la connexion IKE V2, et que la connexion Internet sorte en local, peut-être simplement parce que vous n'avez pas assez de bandes passantes au bureau pour traiter vos utilisateurs. Simplement, ce qui va se passer, c'est qu'on va réécrire des routes et que du coup, le firewall va prendre en charge le trafic qui va lui être envoyé. Pensez au fait qu'à chaque fois que vous allez modifier la configuration, en ajoutant ou en modifiant, en changeant le split tunneling, full tunneling, etc., il faut repousser les configurations sur les clients. Si on se retrouve avec un client qui a une ancienne configuration, eh bien, du trafic non souhaité qui arriverait jusqu'au firewall sera droppé par le firewall, puisque là, sur ces aspects-là, on n'est que dans du routage, et à la fin, le firewall, lui, va traiter firewallement parlant ce qu'il a à traiter. Quelle différence entre un mobile VPN et un SSL et un IKE V2? L'univers entier, monsieur Richard. Le SSL VPN est modérément rapide, modérément sécurisé, mais facile à déployer. L'IKE V2 est beaucoup plus sûr, beaucoup plus rapide et pas très compliqué à déployer. Le vrai problème de l'IKE V2, c'est le fait qu'on utilise beaucoup de ports. Quand je parle d'ancienne config, on parle de la version mobile VPN SSL sur le poste client. Pas du tout, c'est complètement décorrélé du client VPN SSL. IKE V2 versus SSL sur un firewall virtuel. Fabien, je vais te dire comme d'hab, mais on est d'accord, évite le firewall virtuel. En termes de performance, je pense que le SSL va nécessiter moins de chiffrement, donc peut-être moins de sollicitations CPU à vérifier. Je suis en retard sur ma présentation. Split tunneling, donc on en a parlé. Voilà ce que ça modifierait dans globalement la configuration du client. C'est supporté donc sur Windows, sur macOS, et c'est supporté également sur Android à condition d'utiliser le client VPN dont le nom m'échappe et qui s'appelle StrongOne. En 12.9, il y aura une mise à jour importante du moteur de routage. On va passer de Quagga à Free Range Routing. Pour la majorité d'entre vous, ça ne changera rien. Pour ceux d'entre vous qui utilisent fréquemment du routage dynamique, ça ne changera pas grand-chose dans le quotidien puisque la migration va être traitée automatiquement et ça permettra d'avoir un moteur de routage, un, qui soit mieux mis à jour, mieux supporté, deux, qui traite dans le même processus et le routage statique et le routage dynamique, ce qui pourra éviter dans certains cas des petits cafouillages. Et ça permettra d'ouvrir des possibilités de développement, d'amélioration, etc. autour de ces éléments-là. Amine en a parlé tout à l'heure, ça va être intégré également dans l'UTM, on parlait dans les réponses. La façon dont TDR est intégré à l'UTM, notamment pour le Host Sensor Enforcement, va changer à partir de la 12.9. Il n'y aura plus rien à configurer puisque comme TDR est full intégré à WatchGuard Cloud, eh bien, ça va être intégré directement dès lors que vous avez coché la case WatchGuard Cloud dans votre UTM. Et ça va permettre également de prendre en charge le support de l'agent de protection endpoint, EDR ou EPDR, dans le contexte du Host Sensor Enforcement. Si vous n'utilisez pas cette fonctionnalité sur les clients VPN de vos utilisateurs entreprises, c'est une erreur. Appelez-nous, on vous expliquera comment le faire.
parce que c'est bête à faire et ça rajoute de la sécurité. Il suffira donc de cocher la case Enable Host Sensor Endpoint Enforcement, aussi bien en Web UI qu'en management, en WSM. Et si votre machine est en 12.9, bah, c'est fait automatiquement. Si votre machine est en 12.8 alors que vous avez l'interface WSM 12.9, vous aurez un message vous informant qu'il faut que vous fassiez la configuration additionnelle. Le support du certificat client dans les communications LDAP-S. Dans le cadre du LDAP-S, même si je doute que beaucoup d'entre vous l'aient mis en place, il peut être nécessaire d'utiliser un certificat client de façon à faire un double contrôle de l'identité, de la même façon qu'on le ferait avec sa banque ou les services fiscaux lorsqu'on est une entreprise. Et donc, en 12.9, on a la capacité d'intégrer, d'importer et de gérer le certificat client du WatchGuard lui-même pour assurer dans le contexte du LDAP-S qu'il est bien qui il prétend être et que c'est bien lui qui fait les requêtes LDAP. Je suis en retard de quelques minutes. Merci d'avoir suivi cet aspect UTM, mais ne quittez pas. Maintenant, on va parler de MFA. Parler de MFA, une autre petite presse. Voici quoi de neuf dans Hotpoint. Dans Hotpoint, il y a un agent pour Windows, donc le LogonApp, en version 12.8 à sortir. Cet agent va amener une fonctionnalité qui est attendue par certains clients pour des raisons qui sont compréhensibles, même si d'un point de vue sécurité, c'est une hérésie, mais il faut bien avoir une phase de transition dans certains cas et répondre à certaines problématiques clients un peu complexes. Et donc, ce LogonApp Adjunct pour Windows va permettre de prendre en charge le contexte de façon plus étendue, de prendre en charge le contexte où, sur un serveur TSE, par exemple, on peut avoir besoin de prendre en charge un mix d'utilisateurs MFA et des utilisateurs sans MFA sur la même machine. On va donc avoir la possibilité de refuser systématiquement tout utilisateur n'ayant pas de MFA, ce qui est l'attendu final dans la plupart des cas de figure, d'autoriser certains utilisateurs sans MFA spécifiques, on pourra les indiquer nommément, et on va pouvoir dépasser la limite de 50 qui existait jusqu'à présent. On aura également un autre cas de figure, on aura la possibilité d'autoriser tout utilisateur sans MFA qui se présente. Alors, ce qui peut paraître extrêmement choquant, mais il y a des cas d'usage, notamment dans une entreprise qui fournit un accès TSE, alors idéalement avec VPN, tant qu'à faire, éviter d'exposer des TSE. Un cas, donc une entreprise qui fournirait un accès TSE à ses clients et on peut avoir une phase de transition très longue, de plusieurs mois parfois, le temps d'enrôler tous les utilisateurs dans le MFA. Et donc, ça évite d'avoir différents serveurs pour répondre aux mêmes besoins. Donc ça, c'est en bêta, sortie prochaine, ça fonctionne bien. Si vous souhaitez l'essayer, on peut vous inscrire dans les bêtas, il n'y a pas de souci. Pour notre part, on a des utilisateurs avec du MFA pour les VPN SSL et d'autres non réguliers avec une connexion AD. Ça sert à ça aussi. Oui, ça peut servir aussi à ça. Ça pourra prendre en charge ce type de cas de figure. On pourra en reparler la semaine prochaine pendant notre rendez-vous. Rappelez-le-moi. Et puis maintenant, il faut qu'on parle d'un truc qui s'appelle Total Identity Security, en résumé TIS. J'espère que personne ne parle danois. TIS, c'est un bundle, donc un regroupement commercial de différents produits. Hotpoint, que vous connaissez, le Dark Web Scanner Monitor, Dark Web Monitor Service, qui va venir ajouter des fonctionnalités, et un gestionnaire de mots de passe. Et avant de vous quitter, je vais vous montrer ce gestionnaire de mots de passe et comment ça marche. Alors pour ça, j'ai la projection de mon smartphone, ce n'est pas le bon écran. Voilà donc mon smartphone. Sur mon smartphone, j'ai une application que vous connaissez tous, j'espère en tout cas, qui est Hotpoint. Oui, il sera toujours possible d'acheter des licences Hotpoint sur le bundle TIS, bien sûr. Un KeePass Made in WatchGuard, j'ai envie de dire mieux qu'un KeePass. Bref, dans mon application, j'ai activé la licence TIS au niveau de ma console cloud. Donc, j'ai ici une nouvelle icône qui apparaît. Alors, j'espère que vous voyez correctement. Amine, tu peux me confirmer qu'on voit correctement, s'il te plaît? Oui, on voit très bien. On voit très bien. Merci. Je vais cliquer ici sur le petit bonhomme. Alors, vous notez que moi, j'ai
plusieurs comptes, hein, ce qui est probablement pas le cas de vos utilisateurs. Ce qui fait que quand moi j'arrive, j'ai plusieurs choix de comptes. Et donc, j'ai activé la fonction Total Identity, la licence TIS sur mon tenant. Et comme c'est la première fois que mon utilisateur l'utilise, eh bien, je vais avoir la possibilité d'importer des données depuis des éléments existants, Keybase, Dashline et d'autres, et d'ajouter un mot de passe. Alors, je vais me créer un premier élément. Notez ici que j'ai deux conteneurs. J'ai un conteneur privé et un conteneur d'entreprise. Pour la démo, je vais me créer un élément dans mon conteneur entreprise. Et puis, comme je suis un administrateur, je vais renseigner les informations de gestion de mon switch, par exemple. Voilà. Et puis, l'adresse de gestion de mon switch, c'est 192. Pardon, je ne sais pas écrire sur un smartphone. Hop là. Et puis, le compte de mon switch, c'est probablement admin. Et puis, le mot de passe de mon switch, ouh là là, c'est très mal, ne faites jamais ça. C'est probablement admin. Et ici, on me dit, attention, le mot de passe est faible. Et j'ai ici la possibilité de consulter, de vérifier si ce mot de passe est présent dans des fuites. Et donc, par exemple, ce mot de passe qui est admin est présent dans plusieurs centaines de milliers de fuites. Donc, je sais par avance que maintenir ce mot de passe, même si c'est qu'un switch, même si c'est qu'en interne, etc., potentiellement, c'est déjà un risque pour mon entreprise. Okay, donc, potentiellement, je pourrais vouloir le changer et du coup, utiliser un générateur de mot de passe dans lequel je vais pouvoir utiliser différents critères, modifier la longueur, etc. et pouvoir générer un vrai mot de passe parce que même en interne, mon mot de passe, c'est important et j'irai le changer sur mon switch. Je vais enregistrer ça. Il va s'enregistrer. Allez. Pardon. Petit effet Bonaldi, je n'en avais pas eu jusque-là. Ceux qui me connaissent depuis longtemps devaient être surpris. Peut-être se demander si j'étais prêt. Jérémy, pendant que ça charge, j'ai répondu à une question. Tu confirmes? Par rapport à Dashlane, j'ai dit qu'on pourrait en parler pendant un rendez-vous et le licensing reste par user. Alors, ça reste par user en fait. Cette licence TIS qui concerne la protection de l'identité de l'utilisateur, c'est effectivement une licence par user à protéger. Okay, comme pour Hotpoint en réalité. Vous voyez ça comme une licence Hotpoint plus. Et la possibilité d'avoir des conteneurs par service, c'est les services, ça va être les ressources. Je vois pas bien ce que vous entendez par service, si c'est des services utilisateurs, des regroupements. Je ne crois pas. Il faudra en discuter. La fonctionnalité peut être intéressante. Ça y est, il a enregistré mon mot de passe. Super. À rediscuter cette fonction de service. Thierry, est-ce prévu d'avoir une authentification via un appel téléphonique d'un serveur vocal ou une authentification qui ne nécessiterait pas de smartphone, par exemple une authentification supplémentaire? Alors, à ce stade, non, parce que c'est on ne peut plus piratable, falsifiable, etc. Le SMS et l'appel vocal, ce n'est pas de la surauthentification, il faut oublier ça. Ça n'arrivera pas. Ça va chercher directement dans les listes d'attaques dictionnaires. Je ne suis pas sûr de comprendre. Ça vient chercher directement dans un regroupement de bases de données de fuite publiques, typiquement I have been pwned et requêté. On n'achète pas de base récente parce que ce serait encourager le piratage. Pardon, je retourne là-dedans pour voir s'il a enregistré mon truc. C'est un add-on à notre licence Hotpoint. Alors, il faudra voir cette notion d'add-on. Je ne sais pas si Pascal est en ligne. Normalement, oui, on devrait pouvoir ajouter, upgrader votre licence Hotpoint. Ah, service achat, service compta, est-ce qu'on pourra définir ça? Non, en revanche, vous allez voir qu'on peut partager. On va pouvoir partager des comptes. C'est ce que je voudrais pouvoir vous montrer avant la fin de ce webinaire, mais j'ai un petit souci. J'aurais bien coupé le Wi-Fi, mais si je coupe le Wi-Fi, je coupe le partage de mon écran. Version bêta, j'ai un petit dysfonctionnement, vous ne m'en voudrez pas. Mais du coup, Jérôme Gobert, on pourra en reparler parce que du coup, on aura la possibilité de partager ça en interne. Ça marche très bien, les tokens. Dans le cadre du MSP, dossier collection par client, oui, on pourrait imaginer des choses comme ça. Ah, alors non, il n'a pas enregistré mon compte. Alors, pardon, je vais le refaire. J'essaie de dire en même temps, oui. En évitant de te déconcentrer, la question, si on passe de IKEv2 à la config sur SSL,
Ça fait pas. La question, c'est possible de déployer MFA sur IKEv2 sans péter la config SSL actuelle? Elles n'ont aucun lien. En fait, c'est deux systèmes qui sont complètement dissociés. Ce qui se fait en SSL n'est pas en IKEv2 et réciproquement. Donc, il n'y a aucun lien, aucune différence, aucune association. On peut même faire les deux en même temps. Hop, alors, je voudrais bien réussir. Ah, ça y est, il a réussi l'enregistrement. J'ai fait mon enregistrement. Et du coup, ce que je voulais vous montrer, c'est notamment dans le conteneur entreprise, je peux être amené en tant que professionnel et éventuellement dans un service, je peux être amené à devoir partager des informations. Et du coup, j'ai une fonction de partage ici, dans laquelle je vais pouvoir lister des utilisateurs de mon entreprise et choisir les utilisateurs avec lesquels je veux partager cet objet. Ce qui fait que, alors à rediscuter peut-être pour ces notions de service, mais quelque part, on ne va pas diluer la responsabilité. Quelqu'un est propriétaire de l'objet créé et le partage à ses collègues. Donc, typiquement, le chef de service créera les objets et pourra les partager avec ses co-servants. Pour le gestionnaire de mot de passe, c'est une gestion uniquement via l'application Android MFA ou une application Windows existe? C'est une excellente question. Il n'y a pas d'application Windows. En revanche, il y a des plugins. Pour les navigateurs, que ce soit Edge, Chrome, Firefox. Est-ce que j'ai remis le plugin? Oups, là, je crois que j'ai fait une bêtise, je n'ai pas remis le plugin sous Chrome. Laissez-moi lancer ça, je vais vous montrer. Et l'idée, en fait, c'est que pour éviter d'avoir des mécanismes qui sont éminemment fragiles au sein des plugins des navigateurs, le principe, c'est que ce plugin est invocable à partir du moment où l'utilisateur va sur son portail Hotpoint, sur son portail utilisateur. Donc moi, mon utilisateur, il fait partie d'une entreprise. Elle me donne accès à une ressource qui est un portail IDP dont le nom est JSHRAM. Voilà. Donc je vais prendre ça, c'était ça qui me manquait. Je vais donc venir ici et puisque mon utilisateur va faire du MFA pour s'authentifier, eh bien le plugin va pouvoir utiliser cet aspect SSO pour lui-même activer le plugin MFA. Alors il faut que j'aille un peu vite si je veux pouvoir vous montrer le XDR. Authentification multifacteur, approuvé. Si je reprends rapidement les questions, plus fin que l'entreprise, deux admins dans une société ne veulent pas partager leur mot de passe avec la compta. Chaque utilisateur détermine avec qui il partage les comptes. Pour le gestionnaire de mot de passe, donc ça on vient d'en parler, l'application Desktop ou Password Manager. Alors, on va pouvoir gérer ces aspects jetons. Oui, mon plugin, j'ai plus mon plugin, je suis désolé, mais il y a un plugin. Je vais pouvoir gérer mes différents comptes dans mon interface dès lors que je vais être connecté grâce à mon petit plugin. Donc, je pourrais avoir une gestion de masse de mes comptes. Eh bien, Jérôme, il ne faut pas hésiter à nous contacter dans la matinée, à l'issue de ce webinaire. Il suffit de m'appeler. On pourra en discuter. Je ne sais pas si Jérôme Gobert a mes coordonnées. Si ce n'est pas le cas, on va en rediscuter. J'essaie de scroller. Des licences d'Eval sont dispo pour TISO? Oui, bien sûr, il y a toujours des licences d'Eval. Allez dans vos comptes partenaires ou dans vos comptes clients, dans Administration, vous aurez la possibilité de gérer des versions d'essai. La version d'essai de Hotpoint, c'est 30 jours, 250 users. Donc, normalement, ça laisse l'opportunité de tester. Le gestionnaire de mot de passe n'est pas vendu seul. Non, je suis désolé. Il vient dans la notion de gestion de la protection des identités. Le gestionnaire de mot de passe peut-il être utilisé en RDP ou session client? Oui, parce que ce n'est pas relatif à un service, en fait. C'est relatif à une identité, Thierry. Une notion de groupe, à rediscuter. À rediscuter, éventuellement, ça peut être une feature que je peux faire remonter. Et on pourrait imaginer un webinaire pour la partie Hotpoint. Il nous reste 3 minutes avant le mot de la fin du patron, s'il est là. On va parler rapidement de XDR. Le XDR, c'est comme pour les quelque chose DR, c'est pour Detection and Response. Le X, c'est pour le croisement et pas pour un Xanadu Detection and Response.
L'idée, en fait, ça va être de mettre en relation d'un point de vue fonctionnel, mais également d'un point de vue détection, des services de sécurité. Et donc, on a dans la partie configuration de WatchGuard Cloud une fonctionnalité qui s'appelle ThreatSync. En réalité, chez nous, on l'appelle ThreatSync 2.0, puisque ThreatSync existe depuis un paquet d'années maintenant, pas loin de 10 ans, et qu'elle a bien évolué. Et la première étape de ThreatSync, c'est de décider si l'on veut mettre en relation les détections de différents écosystèmes. À ce stade, on est en version alpha. Je vais mettre en relation les détections issues de mes postes, de mes endpoints, donc PDR, et également les détections issues d'un certain nombre de mes firewalls ou de tous, et éventuellement auto-enrôler tout firewall que je rajouterai dans mon compte client. L'idée de ça, c'est que je vais regrouper dans la gestion de mes menaces l'ensemble de mes détections. D'accord? Donc, mon EPDR bloque des choses relativement à son état de PDR. Mon firewall bloque des choses relativement à sa configuration. Chacun d'eux va avoir des événements. Alors, normalement, j'ai joué un petit peu ces derniers temps, donc je vais avoir des remontées d'indications de différents niveaux de criticité, etc. N'hésitez pas à revenir vers nous s'il y a des questions à l'issue de ce webinaire pour ceux qui doivent partir. Puis sinon, restez, hein, on va continuer à discuter. L'idée, c'est de centraliser ces événements, centraliser ces détections pour n'avoir qu'un seul élément à identifier. Donc ici, c'est endpoint et firewall. Et bientôt, on aura endpoint, firewall, MFA, puis Wi-Fi pour avoir cette détection et de pouvoir agir sur ces événements, comprendre ce qui a été fait. Et donc, ici, j'ai un événement dans lequel mon firewall a conduit à une action qui a été le bannissement d'une IP. C'est une action de firewall. Dans le même esprit, je pourrais avoir des événements liés à des événements endpoint. Je n'en ai pas là, peut-être sur le mois dernier. Non, j'en ai plus. Alors, je vais enlever le statut read. De façon à pouvoir récupérer l'ensemble des éléments. Et on va pouvoir, de façon automatisée, au travers d'indicateurs de compromission et de réponses à ces indicateurs de compromission, mais également manuellement au travers de définition de stratégies liées à votre environnement, on va pouvoir faire en sorte de prendre des actions croisées. Typiquement, donc il y a des scénarios qui sont en cours de développement dans lesquels, par exemple, je ne sais pas moi, imaginez que l'un de vos postes infectés se mette à faire des requêtes qui sont dangereuses, des requêtes qui prennent la forme d'une attaque vers un autre subnet ou vers l'extérieur. Le endpoint peut lui-même prendre des actions. D'accord? Donc, on pourra imaginer que le PDR bloque le processus et peut-être, je ne sais pas moi, isole le poste, par exemple. On va pouvoir en plus définir dans ce type de scénario que le firewall prenne des actions. Il pourrait, lui, bannir l'IP, bloquer l'IP de la machine, prendre des actions contre une IP distante, etc. etc., etc. Donc, l'idée, c'est de venir vraiment dans la défense croisée par la détection, mais également par la réponse à ces différentes détections. Voilà un petit peu le XDR. Je ne sais pas si Pascal veut dire un mot, sinon moi j'ai à peu près terminé. Qu'est-ce qu'on a dans les détections? Dans les questions, pardon. Bonne journée à ceux qui sont partis. Est-il prévu dans le futur de pouvoir partager des authentifications MFA OTP à d'autres utilisateurs MFA? Je ne comprends pas la question, Julien. Est-ce qu'il est possible de préciser? Pascal, bon, Pascal doit Et pas sinon, avoir. juste un petit Bonjour, mot. Je suis là, mais je voulais pas te couper parce que c'est pas mon webinaire, c'est le vôtre. Donc, j'ajouterais juste effectivement. Merci pour cette petite preview XDR où on n'est pas bien sûr qu'on a le droit de le faire, mais c'est pas grave. C'est parce qu'on aime nos partenaires et qu'on y croit très fort au XDR. Très clairement, on envisage assez peu à l'avenir à être en mesure de bloquer les attaques de cybergang que vous voyez partout sans avoir du XDR ou une alternative possible aussi avec les produits WatchGuard qui est de mettre du SIEM avec des SOC analystes, mais qui est pas du tout au même prix. Donc le XDR, on y croit fort, avoir la même console
de supervision, la même console de détection, de remédiation, pour vous donner ces outils-là pour lutter contre le piratage, que ce soit pour vous ou que ce soit pour vos clients. Voilà, on y met beaucoup de ressources. C'est l'avenir de la sécurité et surtout regardez bien ce qui va arriver à ce niveau-là. C'est extrêmement important. Et merci les gars pour le webinaire. C'était très bien. Bah, de rien, avec plaisir. On a à peine débordé. On n'a pas forcément répondu à tout. Il y a des éléments qui se doivent d'être discutés, peut-être sur des cas spécifiques. N'hésitez pas à nous contacter. Si vous n'avez pas nos coordonnées, dans le doute, france@watchguard.com. Sinon, pour les avant-ventes, se-france@watchguard.com. Tous les avant-ventes seront là. Nos adresses email individuelles. Dernière question, les licences pour les gestionnaires de mots de passe seront inclus dans Passeport. Qui c'est dans Passeport? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Y aura-t-il des petites sessions? Alors, il y a des choses qui sont sur la chaîne YouTube. On fera probablement des tutos, notamment sur les formats VPN et l'IKEV2, et on refera probablement des webinaires spécifiques Hotpoint. Et Corentin, oui, il y aura des licences NFR. Émeric, bonjour Émeric, ça faisait longtemps. Pour ceux qui ont l'ancienne console Ether, la migration est-elle toujours prévue? Mais oui, oui, la migration est prévue et en plus on peut la provoquer, non, la migration Ether, Amine? Alors, si ça parle de l'intégration dans le WatchGuard Cloud, si on parle d'EPP, EDR, EPDR, ça va être automatique. Si on parle d'Adaptive Defense, c'est prévu, mais on n'a pas encore de date. Je pense que c'est ça. Émeric, tu es en AD 360, je crois. Et la provoquer, pas que je sache, non. D'accord, ok. Bon. Au besoin, Émeric, appelle-moi et on en rediscutera. Ouais, il a dit oui. Donc, pour le moment, c'est en développement. Après, sinon, je ne sais pas quelle est la taille de ton parc, Émeric, mais c'est du MSI, donc ça se désinstalle, ça se réinstalle par-dessus, ça se fait bien. Hein. Si vraiment tu veux passer dans WatchGuard Cloud pour être l'un des premiers clients à faire du XDR, ça s'organise. Hein, tu vois, il y a des choses qui sont grâce au MSI. Hein. Bref, 10h06, je pense qu'il est l'heure de mettre fin à ça, même si j'étais ravi de tous vous voir et qu'on aurait pu prendre le temps de boire un café virtuel. Merci à tous d'être venus. Merci Amine pour la présentation. Merci Pascal pour l'assistance aux réponses. Bon week-end à tous. Prenez soin de vous, soyez prudents et puis à très bientôt.